Bonjour, on va commencer. Et nous, c'est pas ici, désolé. Donc, pour le contexte général, on considère que la liberté, l'intégrité scientifique sont la base pour garder, pour conserver la mission scientifique, académique de recherche. Mais il y a les trois pressions qui peuvent mettre en risque justement la mission de recherche. Donc on a beaucoup discuté et on a choisi trois solutions, une pour chaque pour chaque pression, et on va vous présenter la suite. Merci. Donc, en fait, on va d'abord commencer par la première pression qui est la propriété intellectuelle et comment on pourrait protéger la propriété intellectuelle. Excuse de t'interrompre, mais attention parce que sinon tes fesses sont filmées tout dans la présentation. Tu peux fermer ta caméra si jamais. Ben, c'est la caméra là, le problème. Mais en tout cas, je pense qu'il voulait filmer dans la Mais classe. je pense que c'est la caméra de ça qui a enregistré ça là. Ben, on voyait les fesses à l'écran. It's not dans that. It's not. J'ai remarqué tout le monde. Après ça, c'est mis sur les On fait jamais pas attention maintenant. Je peux bouger aller enlever la caméra. C'est bon. Donc, en fait, on va d'abord commencer par la propriété intellectuelle. Donc, pour vous expliquer comment on va essayer de résoudre cette pression, on va d'abord commencer par une petite problématique et on va vous raconter une petite histoire. Donc, cette histoire-là, en fait, correspond, c'est qui m'a raconté, c'est sa sœur qui est passée par là. En fait, sa sœur travaille dans un labo, elle fait sa maîtrise de recherche. Donc, elle était en train de travailler sur une formule chimique. Elle a passé beaucoup de temps sur ça. Après 2 ans de travaux, en fait, elle a trouvé cette formule chimique. Elle a commencé à avoir des bons résultats. Et au même moment, il y avait un postdoc qui travaille avec elle. Il était en train d'écrire son article et qui a tout simplement volé cette formule chimique et a utilisé dans son article. Donc, en fait, le problème qu'on a ici, c'est que la sœur n'a aucune preuve par rapport à ça. Elle peut pas prouver, elle peut pas prouver en fait ses travaux. Donc, nous, on a essayé de trouver une solution qui va essayer de protéger tout chercheur du début de son travail jusqu'à la fin. Donc, pour cela, en fait, on va vous proposer notre solution qui s'appelle Research Shield. C'est pour ça qu'elle est écrite. Donc, en fait, on va d'abord commencer par le modèle actuel qui est le brevet. Tout le monde connaît c'est quoi un brevet. Donc, en fait, le brevet va commencer à protéger réellement, en fait, la recherche après le décès. Notre solution va protéger, en fait, tous les travaux dès le début et au fil du travail. Ensuite, en fait, le brevet, c'est plus ou moins cher. Ça demande beaucoup de rédaction. Il impose un dépôt et les procédures sont lentes. Bien sûr, la bureaucratie, c'est toujours lent. Aussi, il dépend vraiment beaucoup de chaque pays où tu déposes un brevet. Parfois, tu dois déposer un brevet pour chaque pays, etc. Et aussi le maintien. Notre solution, elle est gratuite et elle peut être internationale sous certaines conditions. Le brevet aussi, donc en fait, il protège une invention qui est plus ou moins un résultat final. C'est plus une solution technique selon des critères stricts. Et notre projet, en fait, notre solution va protéger tous les travaux en fournissant des preuves. Donc on va vous montrer en fait comment ça marche. Est-ce que je peux- Donc on a créé un petit site web, genre une plateforme web qui va vous montrer en fait comment ça marche. Juste pour faire un peu le raccourci rapide, comme un petit GitHub où à chaque fois, donc ça c'est la plateforme, ça c'est le dashboard. En fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, chaque jour, pas forcément chaque jour, à chaque fois que moi je sens que j'ai fait un progrès, un avancement, je vais tout simplement en fait ajouter dans la plateforme mes avancements. Genre ici, comme par exemple aujourd'hui, j'ai travaillé sur la collecte de données. Je vais juste mettre un nom ici. Je vais mettre ensuite dans la partie texte note ce que j'ai écrit, ce qui est important, les petits détails par rapport à ce que j'ai fait. Ensuite, je peux mettre des tags, etc. Et je vais mettre le type de ce que je vais ajouter. Ça peut être un brouillon, ça peut être un code, ça peut être genre de l'expérience, des notes, etc. Je peux même ajouter des fichiers. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois que je vais soumettre et sceller, ça va être enregistré et je ne pourrai plus modifier ça. Une fois que ça y est, je l'ai soumis, je peux bien sûr avoir d'autres versions, mais la première version ne va pas être modifiée. Donc de cette façon-là, si on vient ici dans le journal, on va voir par exemple tous mes logs, tout ce que j'ai fait par exemple genre, pendant cette semaine-là, qui vont être scellés. Je peux bien sûr les voir, mais je peux pas les changer. C'est ça qui est intéressant. Donc, avec ça, on peut avoir tout un suivi déjà de nos travaux et on va en fait aussi
essayer la solution, en fait, va être plus ou moins utilisée parce que on va essayer de parler aux journaux scientifiques et d'imposer, en fait, quand tu déposes un journal scientifique, tu vas déposer, par exemple, le manifeste, tu vas déposer euh, les déclarations d'intérêt, etc. Tu dois aussi déposer les logs de toute la période où tu as travaillé sur ce projet-là, par exemple. Tu vois en face? Ouais. Ouais. Donc, pour faire suite, donc on a vu qu'on peut authentifier en fait qu'est-ce qu'on a fait avec l'application. Donc, il y a des liens en fait des preuves qui changent après un certain nombre de temps pour éviter la copie de ces preuves-là. Qui va permettre justement à un jury, entre autres, dans ce cas-ci, de déterminer si oui ou non la propriété intellectuelle en fait appartient à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce contexte-là, en fait, ça serait le chercheur qui devrait appliquer au nom au jury pour y dire, ben moi, c'est moi qui ai trouvé cette information-là avant. Et avec les preuves, ça va permettre de déterminer, en fait, c'est qui va l'avoir fait effectivement avant. Bien évidemment, il faut que les chercheurs appliquent ça. Donc, il faut qu'ils appliquent la norme, il faut qu'ils utilisent l'application aussi. Et dans le cas où ils n'ont pas enregistré leur recherche, même si c'est brouillon, on s'en fout dans cette circonstance-là, en fait, c'est rendu à eux, en tant que chercheurs, de faire ces étapes-là pour réussir à régler le problème. Aussi, le rôle du jury est d'appliquer une sentence dans le cas qu'il y a un copie ou un vol de la recherche. Dans cette circonstance-là, en fait, ça va faire en sorte que le chercheur va être davantage surveillé. Donc, les recherches vont être surveillées pour être sûr qu'il y a vraiment eu un cheminement pour faire l'article, donc avant, à place de copier-coller. Ça va aussi faire en sorte que le chercheur peut même perdre sa licence si jamais l'action est répétée plusieurs fois. À quel niveau ça peut s'appliquer? Ça peut s'appliquer à tous les niveaux. Donc, autant au niveau universitaire, donc c'est vraiment un jury à l'université qui va commettre, en fait, qui va appliquer ces lois-là et qui va décider à qui appartient le travail. Donc, ça peut être à l'intérieur d'un laboratoire, dans plusieurs laboratoires de la même université. Ça peut être au niveau provincial, donc cette circonstance-là, ça peut être aussi à l'État, bien évidemment, dépendamment des pays. Donc, ça va dépendre vraiment des universités présentes dans le pays. Donc, c'est des copies interuniversités, si on veut. Après ça, il y a le domaine national, donc dans le même pays, donc il y a un jury au niveau du pays, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas voir toutes les branches, il y a des trop grosses branches. Il y a aussi des règles un peu plus normatives selon les pays. Donc, c'est vraiment au niveau du pays. Ça appartient à deux universités en fait, de différentes, justement, de différents pays. Par la suite, c'est international, donc c'est, en fait, c'est pas mal ça. Donc, pour la propriété intellectuelle, c'est quoi les impacts? Il y a un impact au niveau de l'intégrité, entre autres, donc ça va permettre de diminuer les vols de propriété intellectuelle, surtout à cause des punitions. Ça va permettre aussi une plus grosse transparence des preuves de la source, parce que tel que mon collègue a dit, il va y avoir des logs qui vont être publiés pour me prouver, en fait, qu'il y a eu un cheminement. Ça va augmenter aussi l'organisation et la rigueur des recherches, donc c'est sûr que pour avoir un cheminement clair et s'assurer, en fait, qu'il n'y a pas eu de problème, faut avoir une certaine organisation, donc ça va augmenter un petit peu ça. Pour ce qui est de la liberté académique, ça va augmenter le partage des connaissances parce que les gens vont avoir moins peur de se faire copier vu qu'il y a des normes par rapport à ça, il y a un jury, il y a une façon de se protéger. Ça va encourager aussi la production d'idées originales, donc ça va éviter que vu que les gens vont moins se copier et qu'ils vont être obligés de vraiment produire de quoi de leur source, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'idées. Ça va protéger le droit de créer et de publier, bien évidemment. Pour la mission de recherche, ça va augmenter le développement du savoir. Ça peut faire aussi en sorte qu'il y a la recherche davantage continue. Donc, au lieu d'arrêter pour faire une publication, il y a quelqu'un d'autre qui peut poursuivre la recherche sans avoir peur que la personne publie par rapport à ce qu'on a fait. Aussi, il peut y avoir un partage des notes plus facile. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui continue un successeur, il peut avoir le partage de ces éléments-là pour éviter justement des problèmes. La deuxième pression qu'on a identifiée, c'est la sécurité nationale. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'elle concerne plus réellement juste le militaire. Donc ça concerne aussi maintenant les universités, entre autres, malheureusement. Donc surtout comme dans les domaines sensibles un peu qui nous touchent actuellement, genre l'IA, etc., cybersécurité et tout. Donc on a vu que, genre, en 2024, par exemple, il y a eu une grosse compétition technologique, genre, entre les US et la Chine par rapport à Huawei.
Puis c'est ça. Donc l'affaire a montré au départ un intérêt économique, puis après c'était devenu plus diplomatique, puis à la fin il y a eu genre même un problème entre les laboratoires et la collaboration scientifique. Donc c'est là que le Canada aussi se place au milieu parce que là Montréal est quand même devenu un hub mondial de d'IA, donc avec Mila, Poly, McGill ou IBM ou ETS peut-être, je sais pas, mais en tout cas, j'exclure personne. On sait que maintenant le problème entre usage civil et militaire est devenu un peu plus flou entre les universités. Fait que c'est ce qu'on appelle un peu le dual use. Donc, la réponse de l'État, ce serait juste la sécurité nationale. Donc, on restreint certaines collaborations, puis financement ou diffusion. Donc, ça met un peu en flou et genre on trouble surtout les jeunes chercheurs. Donc ils hésitent à publier ou genre aller vers plus l'open source ou genre ils prennent peur genre de réellement agir face à ça. Donc c'est là que le conflit apparaît. D'un côté la mission universitaire, ouvrir et diffuser, ou l'autre genre logique stratégique et protéger. Donc, c'est là où arrive la solution Dual Use Liberty Filter AI. Donc, ici, au lieu de faire de cette façon, genre, penser à la sécurité nationale, être très surveillé, faire de la censure, ce qui provoque l'autocensure et voire le blocage, on procède de cette façon. Donc, on utilise de l'IA pour analyser faire des analyses selon les normes déjà existantes pour informer et finalement avoir un choix clair et finalement conserver la liberté académique. Donc, l'idée en général, c'est concevoir un système d'intelligence artificielle qui analyse automatiquement une recherche scientifique en cours. Les fonctionnalités comprennent la détection des risques du dual use, l'évaluation du potentiel militaire et industriel, la vérification de la sensibilité géopolitique, l'identification des restrictions juridiques diplomatiques, la mesure du respect des normes internationales et finalement l'attribution d'un score de liberté scientifique. Passons maintenant à la démo. Ouais, donc on va vous faire une petite démo de notre solution pour que vous voyez ce qu'on propose. OK. Donc, parfait. Fait que notre plateforme permet d'avoir plusieurs logins déjà. Donc, tu peux te loguer en tant qu'étudiant, en tant que professeur ou, on a mis admin, mais parce que ça serait plus vraiment les responsables, gouvernementaux qui vont pouvoir juger ça. Fait qu'on peut, par exemple, en tant qu'étudiant, mettre juste n'importe quel admin. Est-ce que tu me fais n'importe quoi? Ouais, ok. Fait qu'on va juste mettre n'importe quoi juste pour pouvoir se loguer, genre. Donc c'est ça, tu peux choisir si tu mets par exemple juste un papier, un code, un protocole, dataset ou quoi que ce soit, n'importe tes fichiers, le lien, etc. Fait que tout ça, on précise que ça va être vraiment genre strictement confidentiel, fait que dans le sens où même si tu mets toutes tes données là-dessus, la prochaine personne qui verra ça, c'est ton professeur, puis donc lui, il peut avoir accès à tes données, donc ça serait toujours confidentiel. Mais une fois que ton professeur aura confirmé ton ce que tu auras fait, donc ton rapport. Après ça, le gouvernement pourra pas avoir accès à tes données, mais pourra juste avoir accès aux rapports qui ont été faits par toi en tant qu'étudiant et par ton professeur et par l'IA du coup, parce que l'IA te propose un dashboard et te propose aussi des recommandations de comment est-ce que tu devrais améliorer ta technique de sécurité, justement comment sécuriser plus tes données, etc. Et t'aide à faire une prise de décision au final. Donc, c'est un peu ça. Mais si, par exemple, je vais changer, genre, donc aller plus vers l'admin et me connecter comme ça. Donc, comme on peut voir, il a plus accès aux données. Donc, il a vraiment plus accès aux données, puis il aura juste accès aux rapports qui auront été faits et lancer l'analyse lui-même, puis voir, arriver à trouver en soi, genre, un consensus entre tout ce qui est, prendre tous les avis en compte et que ce soit pas réellement juste subjectif à lui. Fait que c'était un peu ça. D'accord.
Voyons maintenant les impacts de cette solution sur l'intégrité, la liberté académique et la mission de recherche. Donc, premièrement, la solution ici informe, contextualise et protège la vérité scientifique et permet aux chercheurs de choisir en connaissance de cause. Aussi, ça évite l'usage inadéquat ou la militarisation involontaire. De plus, pour la liberté académique, ici, l'étudiant initie la démarche scientifique, le professeur valide et contextualise les recommandations et la décision finale est prise sur la base d'une information normative et traçable. Donc, ce choix n'est plus imposé de manière opaque. Pour la mission de recherche, donc, notre solution permet de diffuser ce qui est libre et utile à la société, protège ce qui serait récupérable à des fins hostiles et évite que la sécurité nationale serve comme alibi pour bloquer l'innovation. Et finalement, on retourne à l'idée que la science est un bien public. Et pour la troisième pression, compétitivité économique, on a une solution moins technique, mais plutôt sociale. La compétitivité économique peut influencer l'orientation de recherche, comme on a déjà vu, et limiter l'autonomie des recherches dans des universités. Comme par exemple, si on prend les cas du secteur agroalimentaire, on voit beaucoup d'investissements privés pour développer des technologies qui vont viser surtout la productivité, donc la quantité des aliments qui vont être produits, au lieu de penser à la qualité de vie des gens qui travaillent dans les champs, des gens qui consomment les aliments. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des recherches plus rentables au niveau marché. Donc, on propose une solution qui vise à rééquilibrer les sources de financement ou les types de financement qui vont être accordés à des projets. Donc, dans les modèles actuels, les entreprises peuvent financer n'importe quel type de recherche. C'est selon vos attentes. Donc, des projets ciblés à vous. Ça fait qui influencie directement les sujets, les projets. Et souvent, ce sont des projets qui ont une probabilité économique. Dans notre modèle, qu'on propose, c'est que l'entreprise finance aussi d'autres projets qui sont pas les projets ciblés. Donc, pour des projets qui vont être pour répondre aux intérêts de la société. Donc, comment ça va marcher? L'entreprise qui financie un projet qu'elle a choisi, elle doit donner un pourcentage de montant, 20% de montant qu'elle avait accordé dans un projet ciblé, pour un fonds qu'on appelait Fonds de solidarité pour la recherche indépendante. Donc, ces fonds, il va être géré par un comité multi-acteurs. Qui va plusieurs acteurs de la société va faire partie de ces comités, qui va juger quel type de recherche c'est la priorité pour la société dans certains moments. Donc, ça va permettre un développement équilibré des milieux de recherche et préserver la diversité scientifique. Savoir en réduisant l'influence directe des entreprises dans la recherche. Donc, cette comité, elle sera responsable de définir les lignes de recherche et de lancer des appels pour les projets offerts. Et ça vise à garantir que tous les projets de tous les domaines seront couverts et ayant un financement. Donc, pour la pression compétitivité économique, l'impact de notre solution Fonds de solidarité pour la recherche indépendante va avoir des conséquences sur l'ex-intégrité. Notamment, ça va réduire le nombre de conflits d'intérêts, ça va séparer le financement et orienter la recherche vers les domaines moins favorisés, et ça va renforcer la transparence.
Par rapport à la liberté académique, ça va renforcer le rôle social de la recherche et favoriser des choix de recherche démocratiques fondés sur des priorités sociétales et non seulement financières. Et par rapport à la mission de la recherche, ça va réorienter une partie du financement vers l'intérêt global et les enjeux collectifs, et ça va favoriser des choix de recherche démocratique et sur des priorités scientifiques. En fait, maintenant qu'on vous a montré les trois différentes solutions par rapport aux trois différentes pressions, on va montrer maintenant comment avec notre feuille de route, on va essayer d'implémenter ces solutions-là dans le monde actuel. Donc, en fait, les trois solutions peuvent être implémentées en parallèle. Donc, je vais commencer par la première, qui est Research Field. Donc, ça va commencer comme toute une plateforme. Genre, en général, les plateformes, ça commence tous de la même façon. On va développer la plateforme test pour un labo bêta, un seul labo. On va commencer par travailler avec ce labo-là pendant une bonne période de temps. On va voir si ça marche pas, comment les gens vont utiliser l'application. Ensuite, selon les résultats, on va modifier ce qui est important et ce qui n'est pas important, en tout cas. Ensuite, on va élargir en fait au niveau de l'université et ainsi de suite, donc provincial, État, national et international. Donc ensuite, pour la deuxième application qui est Dolph AI, c'est une application aussi, ça va suivre aussi le même cheminement. Donc on va commencer par développer la plateforme, développer l'application pour un certain labo. Ensuite, en fait, on va commencer par un labo où la sécurité nationale n'est pas vraiment importante. Donc on va commencer avec des choses à bas, des étages, après on va monter à chaque fois. Donc ensuite, pour le Jalon 3, donc le Fonds de solidarité pour la recherche indépendante, on va essayer de déposer un projet de loi avec le ministère de l'Éducation où on va proposer nos lois où c'est genre, si tu veux financer une recherche, par exemple, si tu veux financer une recherche à 1 million de dollars, tu dois aussi mettre 20% de ce montant-là pour le fonds de recherche, pour le fonds de solidarité pour la recherche indépendante. Donc ensuite, on va essayer aussi de définir les lignes de recherche prioritaires avec les personnes adéquates. Ensuite, on va tout simplement lancer des appels à projets et ça va commencer tout seul. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.